Le TDAH, quasiment tout le monde en parle. Beaucoup pensent savoir ce que c'est, mais peu savent ce que c'est vraiment. Alors on va poser les bases, proprement. Parce que pour la prochaine vidéo, je vais avoir besoin que tu saches de quoi on parle. Parce que vraiment, ce qui arrive ensuite, c'est une autre histoire. Une histoire qui m'a mis les nerfs en pelote pendant mes recherches. Mais c'est pour la prochaine fois. Là, on va parler du réel. Avant d'approfondir le sujet, on va déjà poser une base. Une seule. Grave là. Il n'existe pas de TDA sans H. Ça n'existe pas. Pendant un temps, on a cru que ça existait, mais on s'est aperçu que non. C'est plus dans le DSM, c'est plus non plus dans la CIM. Ça a disparu de la nomenclature en 1994. 32 ans, les gars! Si la SNCF était en charge du développement de GTA 6, il n'y aurait même pas autant de retard. Oui, mais moi, je suis pas hyperactive. L'hyperactivité, elle est pas toujours visible. Elle est pas toujours motrice. Elle peut être entièrement intériorisée. Cérébrale. Elle peut prendre la forme d'une pensée en boucle permanente, d'une rumination qui ne s'arrête jamais vraiment, d'une anxiété de fond chronique, d'une course perpétuelle après la pensée suivante, d'un cerveau qui tourne à 4000 tours minute pendant que le corps, lui, est assis tranquillement sur une chaise. L'hyperactivité est toujours là. Juste, pas toujours là où on la cherche. Ceci étant dit, le TDAH se présente sous 3 formes différentes reconnues. Pas une de plus, 3. D'abord, la présentation inattentive. Pas d'agitation visible, un cerveau en vadrouille permanente, tu peux être silencieux ou silencieuse, immobile, l'air concentré. Et mentalement, t'es en train de refaire la déco de ton appartement imaginaire tout en te demandant si les pieuvres rêvent. Oui, elle rêve. Avec des mouvements oculaires comme les humains, mais des rêves plus brefs et moins complexes. Par contre, pour la déco de l'appart, tu vas sur Pinterest, moi je peux pas tout faire. Concrètement, ça ressemble à des tâches commencées et jamais terminées, des délais loupés, pas par flemme mais par incapacité à initier, des objets perdus en série, des conversations où t'as décroché sans t'en rendre compte, une mémoire de travail qui lâche au mauvais moment, et une fatigue cognitive de fond, parce que maintenir l'attention quand elle part dans tous les sens, ça coûte. Ce profil-là, il porte aussi un coût invisible très lourd. Le masking, compenser, suradapter, produire l'apparence de la concentration, la taxe TDAH aussi. Ce temps, cet argent et cette énergie engloutis à compenser et à gérer ce que les autres font sans y penser. Retrouver ces clés qu'on avait fait refaire finalement. Relire 3 fois le même paragraphe. Réécrire le mail qu'on n'a pas envoyé. Refaire le trajet mental pour se souvenir pourquoi on était venu dans cette pièce. Multiplié par chaque heure de chaque jour. Et premier disclaimer, c'est là qu'il va vraiment falloir faire attention à quelque chose. Ces symptômes, l'inattention, la fatigue cognitive, la difficulté à initier, ils peuvent aussi apparaître dans un stress post-traumatique, une dépression ou un trouble anxieux. Ils ne signent pas automatiquement un TDAH. C'est précisément pour ça qu'un diagnostic sérieux ne se pose pas sur une liste de symptômes. Il se pose par un bilan clinique complet avec un ou une professionnelle formée. Le profil inattentif, c'est le plus sous-diagnostiqué. Massivement chez les femmes, massivement chez les adultes. Parce qu'on cherchait un enfant qui grimpe sur les meubles, pas quelqu'un qui fixe le mur en ayant l'air de réfléchir très fort. Et l'errance diagnostique de ce profil-là, des années, parfois des décennies, à se faire dire qu'on est paresseux ou paresseuse, peu motivé, pas à la hauteur, elle laisse des traces. C'est pas anodin. C'est pas de la sensiblerie, c'est documenté. Ensuite, on a la présentation hyperactive impulsive. Alors là, le corps suit le cerveau. Tu parles avant de penser. Tu bouges avant de décider. Tu t'inscris à un marathon à 23h un mercredi. Tu interromps, tu t'impatientes. Tu envoies le message et tu relis après. Des décisions prises trop vite et regrettées trop tard. Des mots lâchés avant d'avoir eu le temps d'être filtrés. Une incapacité à attendre qui passe pour de l'impolitesse. Un besoin de mouvement permanent que l'environnement lit comme une agitation. Ce profil-là, l'avantage c'est qu'il se repère plus tôt, parce qu'il dérange. La société est beaucoup plus efficace pour diagnostiquer ce qui l'embarrasse que ce qui souffre en silence. Et là aussi, il y a un coût. Des relations abîmées par des mots dits trop vite, des opportunités ratées par une décision impulsive, et une image de soi construite sur des années de tu réfléchis pas, tu te contrôles pas, t'es trop. Et le masking ici, c'est d'apprendre à se brider, à compter jusqu'à 3 avant de parler, à simuler la patience. Épuisant. Et le troisième profil, on l'appelle mixte ou combiné. Alors là, c'est les deux précédents, mais en même temps. Le cerveau qui part en vadrouille et le corps qui suit. C'est la présentation la plus fréquente chez l'adulte diagnostiqué tardivement. Et c'est aussi celle qui génère le plus de confusion. Parce que selon le contexte, selon le jour, selon le niveau de stress, c'est tantôt l'inattention qui domine, tantôt l'impulsivité. Ce qui donne l'impression d'être incohérent ou incohérente. D'être plusieurs personnes dans le même corps. D'être impossible à cerner, y compris par soi-même. Deuxième disclaimer, l'instabilité émotionnelle, la variabilité des symptômes, le sentiment d'incohérence interne, ils peuvent aussi apparaître dans un trouble de la personnalité, un trauma complexe ou un trouble bipolaire par exemple. Le chevauchement symptomatique est réel et fréquent. C'est pour ça que le diagnostic différentiel existe et qu'il est indispensable. Alors le parcours diagnostique, il se passe comment ? En France, le diagnostic TDAH chez l'adulte passe par un ou une psychiatre ou un médecin spécialisé pour poser l'indication clinique. Et par un bilan réalisé par un ou une neuropsychologue pour objectiver les troubles cognitifs. Les deux sont complémentaires. Parfois, des questionnaires validés viennent compléter le tableau, comme le Conners, le DIVA, l'ADHD-RS, selon les praticiens. Pour les enfants, c'est le pédopsychiatre qui coordonne. Le médecin traitant peut être le premier interlocuteur pour une orientation. Et le bilan neuropsychologique peut être prescrit, qui ouvre des possibilités de remboursement selon les situations. Ça vaut le coup de poser la question, ou de formuler une demande d'aide exceptionnelle auprès de la CPAM. C'est parfois long, c'est coûteux. Le système n'est clairement pas à la hauteur de la demande.
Mais c'est le chemin qui mène à quelque chose de solide, pas à une étiquette, à une compréhension. Il y a donc 3 profils, 3 présentations, 3 prédominances. Reconnus, validés, documentés. Des profils réels, avec des coûts réels, portés par des gens réels, qui méritent une prise en charge réelle. Et c'est parce que ces personnes existent, et parce que le système les laisse sans réponse pendant des années, que certains et certaines ont décidé que c'était une opportunité. Commerciale, pas médicale. Le temps que j'ai passé à éplucher ce qui va suivre, c'était désagréable physiquement. Déjà parce que c'est pas humain de se confronter à autant de conneries d'un tel niveau, et surtout parce que c'est construit sur de la vraie souffrance. Exploité proprement, habillé en science, vendu à des gens qui n'ont pas les outils pour faire la différence. Alors dans la prochaine vidéo, je te parle des 7 types de TDAH. Ouais, 7. Oh bon, il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, hein. Allons-y gaiement. Puis j'en profiterai pour te dire ce que c'est que cette ânerie, d'où elle vient, pourquoi c'est faux, et pourquoi ça marche quand même. Préparez-vous, hein. C'est documenté, et c'est sale. À bientôt.